prochaine artiste, à la base musicienne de formation, sa pratique artistique, son goût pour les histoires chantées et l'animation l'amène à interpréter et tout naturellement à compter. C'est une idéatrice, créatrice et directrice artistique de nombreux projets touchant un public très large. On parle ici de Madame Carole Légaré. Depuis 25 ans, sa création artistique et son implication culturelle sont reconnues dans le milieu lévisien et ailleurs. Soulignons ici qu'elle est directrice artistique du chœur du Cégep de Lévis-Lauzon depuis sa création. On doit la restauration de la maison natale Louis Fréchette à sa vision, à sa détermination et à sa capacité de tisser des liens. En 1998, elle participe à l'événement Printemps du Québec en France, événement regroupant des artistes québécois et français. Au printemps 2011, elle est nommée ambassadrice de la ville de Lévis à Grand-Quevilly, en France, pour la Franco-Fête 2011. Elle a reçu de nombreux prix et reconnaissances, dont ceux-ci. 2013, la Société nationale des Québécoises et Québécois de Chaudière-Appalaches lui décerne le prix Étienne Chartier et la nomme patriote de l'année pour son implication exceptionnelle dans la culture québécoise. En 2015, elle gagne la médaille du lieutenant-gouverneur. Aujourd'hui, Madame Légaré nous fait découvrir des aspects un peu moins connus de Louis Fréchette, qui fut poète, écrivain, dramaturge et homme politique, et elle nous amène dans l'intimité de celui-ci. Voilà Madame Carole Légaré. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'était le printemps, puis ce que ça m'a inspiré, c'est ça. Ça a fait quand deux oiseaux se battront le matin sous ta fenêtre et que leurs cris aigus te sortiront du lit. Ne cherche ni le piège ni le mal qui les agite ainsi. Regarde dans la rue, le printemps est venu. Et si tu as aimé, tu t'attarderas ce matin-là. Le ruisseau qui zigzague et qui court pendant des milles, longeant tous les bosquets jusqu'au fin fond des champs, cherche la source froide qui l'appelle derrière les bouleaux blancs, et tous deux réunis, confondus, se taisant, iront mourir d'amour dans la mer maintenant. Regarde dans la rue, le printemps est venu, et si tu as aimé, tu t'attarderas ce matin-là. Ben, je voulais commencer par ça. Je voulais commencer par ça parce que, ben, c'est sûr, moi je voulais vous parler un peu, c'était comme un peu mon chemin d'inspiration. Comme vous avez vu, je me promène des fois avec un petit panier parce que moi je considère que je suis une glaneuse. Ben, dans tous les titres que vous m'avez donnés, celui-là, vous ne l'aviez pas, hein? Mais glaner, c'est juste trouver, garder les choses qui ont encore beaucoup de valeur ou qui ouvrent un chemin. Alors, avec Félix Leclerc, c'est sûr, moi je viens de là-dessus, que mon père était à la petite école avec Félix, ça fait que ça crée des liens. Mais tout ce que mon père m'avait raconté, hein, ben je ne l'écoutais pas vraiment. Mais quand j'ai fini mon cours, dans mon livret de finissante, c'était marqué une chanson que je connaissais même pas. Des fois, on est trop proches, hein? Puis ça disait « Nous habitions la Mauricie, sous les plus beaux arbres du monde, près d'une savane fleurie et d'une rivière bleue et profonde. » Ben moi, j'avais pas vu ça. Moi, j'avais vu les plus gros arbres du monde qui flottaient sur la rivière. Ou qui allaient se faire déchiqueter à l'usine de papier qui sentait pas bon. Ça fait que j'avais pas le même regard poétique. Mais quand j'ai écouté cette chanson-là, hein, j'étais fière. Puis en plus,
il y avait, Félix, c'est ça, mon père m'a raconté des histoires. Puis quand j'ai lu Pieds nus dans l'Aube, là, je me suis rappelé de ce que mon père m'avait raconté. Puis j'en revenais pas, j'avais pas vu ça de même, pantoute. Ça fait qu'il y a des enfants, des fois, qui ont une vision poétique. Parce que Félix, là, son père, il gardait des chambreurs. Puis les chambreurs, c'était qui? C'était des bûcherons, puis des écorisseurs, puis des draveurs. Puis, moi, j'avais pas cette vision-là, parce que quand on traversait la ville, il y avait la voie ferrée. Puis, à côté de la voie ferrée, il y avait des hôtels avec des bars. Ça fait que les bûcherons, je les voyais surtout là. Puis, ça n'avait pas l'air d'être trop, en tout cas, rassurant. Mais c'est ça, c'est que Félix, quand il raconte ça, il nous raconte ça commence au fond du lac brûlé, alentour du 8 au 10 de mai. La mort à longue manche, vêtue d'écume blanche, fait rouler le billot pour que tombe Silvio. Il lui lance des perles, des morceaux d'arc-en-ciel pour lui crever les yeux et le briser en deux. Silvio danse et se déhanche sous les dimanches, les soirs de chance. Remous qui hurle, plancher qui roule, parfum qui saoule, reste debout. C'est que, tu sais, je sais pas, là, quand j'ai commencé à découvrir comme ça Félix, je me suis attardée, puis là, on a créé un ensemble qui s'appelait Ensemble Tirelou. Puis, j'ai plus approfondi, puis je voulais vous lire un petit bout. Je vous disais que c'était de l'anure, comme on dit, hein. Si on avait offert à Fidor, son ami, hein, à Tuc, là. Cher Fidor, si on avait offert à Fidor et à moi de passer toute l'existence au bord de la vallée, avec notre taille, notre vocabulaire d'enfant de 12 ans, dans l'ignorance des villes, des lois, des thèses, des pays lointains, nous aurions accepté. Fidor avait fait connaître à Félix, m'avait fait connaître le mot amitié. C'était merveilleux. Maman et les gardes malades, le mot courage. Papa et mon frère le premier, celui d'audace. Anne-Marie et mon frère le deuxième, celui de musique. L'EDN, tout cela ensemble. Ludger, terre. Dans mon vocabulaire du temps figuraient aussi les mots larmes, tempête, punition. J'avais entendu quelques blasphèmes et aperçu de loin des ivrognes. Mais je me serais passé des mots séparation, feu, haine, accident, guerre et mort. Alors, c'est un petit extrait avec Fidor qui avait appris tous ces mots-là. Que des enfants de cet âge-là, fait que là, je voyais ça un peu comme si, dans ma glanure, de façon dont j'ai pas encore beaucoup d'habileté à employer, à faire des verbes avec glaner, mais bon, c'est ça. Les bios, ils passaient sur la rivière. Ça fait que ça a été comme un mouvement naturel. Moi aussi, j'ai descendu comme les pitons sur la rivière, puis j'étais allée étudier à Trois-Rivières, puis là, j'ai pris le fleuve. Puis quand je suis arrivée à Lévis, là, je suis tombée sur Louis Fréchette. Dans un autre enfant qui, à 5 ans, a déclaré à son père qui se rasait, qui demandait à son frère aussi, à Edmond, qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard, puis que Louis Fréchette a dit « Non, je vais commencer par Edmond, ça va être mieux pour mon histoire. » Edmond a dit « je vais être charretier. » Puis Louis Fréchette, qui vivait dans un milieu en avant de chez eux, des bûcherons, puis des écorisseurs, puis des draveurs, puis des cageux, il a dit « Moi, je vais être poète. » Mais sais-tu ce que ça fait, ça, un poète? Ça fait des histoires, ça fait des chansons, puis son père, en tout cas, quand Fréchette le raconte, il dit que son père a failli se couper comme il faut la joue, là, quand il a entendu ça. Il dit « Mais petit gars, si vous voulez mourir à l'hôpital avec ces métiers-là, c'est préparez-vous. » Parce qu'après, dans ce temps-là, ça ne marchait pas comme aujourd'hui, le système. Alors, lui aussi, il m'a ouvert comme la porte, là, tu sais, de voir arriver. Moi, les bûcherons, je les voyais passer. Puis tout à coup, je les ai vus arriver. Mais là, la manière dont c'est décrit par Fréchette, c'est tellement beau. Il faut que je vous en lise un petit bout.
dans ses mémoires intimes, en tout cas, je vous encourage à la Maison Fréchette, à lire les livres. Hein. Alors, quand les cages, ben, vous savez tous ce qu'étaient les cages. À ce moment-là, nos forêts, là, nos arbres n'avaient pas encore été bien bûchés. Là. Alors, ça avait changé la vie. C'était toujours la faute à Lord Durham, là, qui avait décidé qu'on n'avait pas d'histoire. Ça fait que là, il y en a qui se sont mis à raconter des histoires. Fréchette fait partie de ça. Alors, quand ça arrivait, tout ça, ben, il y avait du monde qui se rassemblait tout le long, là, parce que ça pouvait avoir 1 kilomètre de long, là, de ces radeaux-là, avec des gars qui descendaient du bois. Ils avaient passé l'hiver, là, hein? Avec à manger des bines puis de la soupe au pois. Et puis, comme il disait aussi, il y en a un qui m'avait dit ça. Ben, oui, c'est ça. Il m'avait raconté que quand il sortait le matin puis qu'il y avait eu de la neige puis que son premier arbre, là, il donnait son premier coup puis ça lui tombait dans le cou, là. Il trouvait que la journée était longue. Puis, ben, c'était des journées comme ça. Fait que quand les gars descendaient du bois puis qu'ils étaient sur le radeau, comme ça, sur la cage, ben, il y avait quand même un cageux, un chef en chef. Mais les autres, là, tu sais, ça se faisait une petite tente, ça étendait ses chaussettes, ses bas, sa chemise, ben, il se faisait des petits lavages, il faisait le feu là-dedans, tu sais, il s'en venait sur le fleuve tranquillement. Ça fait que là, quand il dit ces grandes voiles carrées, que la brise gonflait de distance en distance sur la largeur du train de bois. Ces hommes inconnus aux costumes pittoresques, penchés en groupe sur d'immenses rames et jetant de longs appels prolongés en cadence pour assurer l'ensemble des manœuvres. Ces tentes de toile blanche en forme de cône ou ces cabanes en planches neuves ayant de loin les allures d'un village en miniature. Ces cordes flottantes où séchaient des fils de vêtements multicolores se balançant au soleil comme les flammes d'un bâtiment pavoisé. Tout cela avait pour moi un charme mystérieux et exotique qui me jetait dans l'extase. Le soir surtout, quand le foyer rougeâtre du grand radeau, reflété par la surface endormie du fleuve, allumait des aigrettes fauves aux branches des grands arbres pendus dans les sombres profondeurs de l'anse, le spectacle était vraiment poétique et provoquait chez moi des rêves bizarres, comme les souvenirs vagues et confus d'une existence antérieure, remplie d'épisodes plus ou moins dramatiques. Mais je le répète, bon, il était condamné à regarder de loin parce qu'il ne fallait pas qu'il aille côtoyer les bûcherons, les travailleurs qui étaient là. Alors, c'est Fréchette qui nous décrit quand arrivaient les cages. Alors, moi, Fréchette, je l'ai fréquenté pas mal. Puis, je voudrais juste vous dire ce qu'en disait son ami Laurent-Olivier David, Hello David. Toujours élégamment vêtu, soigneusement ganté, superbe de nature et de mine, bâti en athlète et débordant de vie, avec autant de force dans les bras que dans la tête, aussi redoutable par le poing que par la plume, personne n'aurait osé lui reprocher d'être timide ou lâche. Alors, vous avez un portrait de cet homme qui a écrit, moi, ce qui m'a séduite, c'est ça. C'est ça? J'ai vu une vidéo où on disait est-ce que avec le verbe avoir, est-ce que on m'a séduit ou on m'a séduite? Attends, est-ce qu'on accorde avec le verbe? En tout cas, puis dans cette vidéo, on parlait du son S. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Facebook. Deux linguistes, des gens un Belge, un Français. Il disait, rien que pour le son S en français, il y a 12 manières de l'écrire. S, 2S, CI, CE, Cécédile, T, station, 2C, succion, isme, STH. Alors, 12 comme ça. Et puis, on dit que la langue... Puis le son A, écrit quand on dit le doigt, quand même, hein? C'est pas simple. Alors, notre langue française, c'est pas si facile que ça. Puis, ben, je ne veux pas parler trop longtemps, j'ai fini. Parce que je m'étais préparée pour 45 minutes. Hein, que je ne veux pas non plus
je voulais vous raconter une histoire. C'est ça. Il nous a raconté l'histoire des gens ordinaires dans Originaux et Détraqués. Moi, de cette époque-là, je ne retenais que des grands dates avec des mots, McDonald's, tout ça. Ça ne m'intéressait pas. Et puis, quand je suis arrivée ici, puis que je suis entrée dans la maison de Louis Fréchette, qui m'a permis d'entrer dans toute son œuvre aussi, ben c'est ça, il y a eu des époques, puis il y a de l'humour. À cette époque-là, on n'avait pas tellement d'humour. Puis pour ça, il s'est battu pour un français de qualité. Il était contre la Confédération. Il a écrit Brûlot, La voix d'un exilé. En tout cas, il s'est excité pas mal. Et puis, ben, il est revenu. Puis là, mais après ça, il a écrit. Il a été député. Et puis, il a écrit 2 recueils de poèmes qui ont été reconnus par l'Académie française. Et puis, ben là, moi, il raconte sa rencontre, parce que lui, on l'appelait Hugo le Petit, parce qu'il a fait des vers, il a écrit tout en alexandrin, beaucoup, mais il a écrit des contes avec la parlure des gens de l'époque, là. Mais bon, on lui disait, parce qu'il y avait des détracteurs, parce qu'il y avait des pensées libérales, tout ça. Et puis, mais là, il est à Paris. Il vient de recevoir le prix Montyon. C'est un prix quand même assez important de l'Académie française. Imagine, il y a 40 ans. Imagine, un Québécois, un Canadien, un Canadien, là, seul à Paris, qui est reçu, tu sais, il lit ses poèmes, il est adulé, puis là, il est reçu chez Victor Hugo, qui est son idole. Hein. Et puis, il raconte ça, puis il dit, il s'en va tout seul à Paris chez Victor Hugo. Mettez-vous dans sa peau. Il me semble ce soir que le boulevard bleu, bordé de becs de gaz, est un chemin d'étoiles, et que celui chez qui je vais, c'est le bon Dieu. C'est que là, il est allé, il a été reçu à la porte, et puis là, il y avait 2 femmes qui étaient dans l'antichambre, et puis là, les femmes se parlaient entre eux autres. Puis, ben, petit Louis Fréchette, il attendait. Puis, bon, il attendait parler, le grand maître, là, tu sais, puis ça a duré longtemps. Le dîner était long, fait que là, Victor Hugo sort, il s'en vient dans l'antichambre, il se dirige vers les dames, puis là, les dames, ils font une demande, fait qu'ils donnent de l'argent à ces dames-là. Ça fait que Victor Hugo se dirige vers Louis Fréchette et lui dit « Et vous, mon bon monsieur, que puis-je faire pour soulager votre détresse? » Alors, bon, petit Louis Fréchette, c'est comme si le sol s'est dérobé sous ses pieds. Alors, il dit, mais non, je suis Louis Fréchette, un admirateur canadien. Et là, il s'est aperçu que Victor Hugo, il était sourd comme un pot. Ça fait qu'il n'avait rien entendu. Fait qu'il a fallu qu'il crie « Hey, Louis Fréchette, admirateur canadien! » Fait que là, Victor Hugo a dit Vraiment? Vous y habitez depuis longtemps? » Là, Fréchette, il ne trouvait pas que ça allait bien, son affaire. C'est que là, finalement, c'est ça. Finalement, ils ont échangé un peu, mais il était obligé de parler très fort. Et puis, ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un gars qui est reçu chez Louis Fréchette, chez Victor Hugo, après avoir reçu un prix de l'Académie française, il dit que bon, ce qu'il se souvient de plus, c'est quand Victor Hugo il a ouvert la porte, il a tiré le rideau, puis il l'a mené vers la porte, puis là, il a sorti. Ça fait qu'il était déçu, mais il a quand même raconté cette histoire-là, honnêtement aussi. Et puis quand on lui demandait d'en parler, il disait « Ah, il était grand, plus grand que l'on pense. » Alors, c'est ce que je voulais vous raconter. Et je voulais juste finir par... je veux que vous chantiez avec moi. Là, je suis allée voir Yves Duteil hier. C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le vin de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays,
On dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Merci, mon histoire est comme ça.